Préface. Les civilisations se sont diversifiées et enrichies grâce aux échanges et à l'apprentissage mutuel. La civilisation chinoise, qui s'étend sur 5 millénaires sans interruption, reste brillante grâce à son héritage culturel exceptionnel. Les sports traditionnels chinois, tels que les arts martiaux, les jeux de stratégie, les courses de bateaux-dragons, le tir à l'arc, l'équitation et d'autres, incarnent des valeurs culturelles profondes telles que la vertu et le respect, l'harmonie avec la nature et l'unité entre l'homme et le ciel. La sagesse chinoise a ainsi contribué à l'évolution du sport mondial. Les sports traditionnels de la Chine et les sports du monde s'apprécient et s'attirent au cours d'interactions et de fusions, dessinant conjointement une peinture riche et variée sur la civilisation du sport mondial. À l'occasion des Jeux olympiques de Paris et du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, cette exposition présente une sélection de 139 pièces exceptionnelles du Musée des sports de Chine, afin de vous raconter l'histoire du sport à travers le temps et l'espace, et de vous montrer la longue histoire de la culture sportive de la Chine, qui est riche et a évolué avec le temps. L'exposition reflète l'esprit de persévérance et de plaisir dans l'effort des athlètes chinois, tout en illustrant les civilisations sportives orientales et occidentales. Elle souligne particulièrement la mémoire historique et les aspirations communes entre la Chine et la France, basées sur des racines partagées, une coexistence harmonieuse et un enrichissement mutuel. Nous espérons que nous pourrons utiliser le pouvoir du sport pour éclairer les civilisations, promouvoir les valeurs communes de l'humanité et construire un avenir de paix, de solidarité et de progrès pour le monde entier. Partie 1. Origine commune. Au cours de la longue histoire de l'humanité, les formes primitives de sport sont apparues et ont commencé à se développer en parallèle avec la culture humaine. Les activités sportives, communes à tous les peuples, trouvent leur origine dans la production, la vie quotidienne, la guerre et les rites religieux. Ces activités sportives primitives ont émergé comme une extension des besoins et des pratiques fondamentaux de l'existence humaine, servant à la fois des objectifs pratiques et symboliques dans les sociétés anciennes. Les formes primitives de sport, représentées par la chasse, la danse, les combats, l'escalade et les jeux, remplissaient des fonctions militaires, d'exercice physique, de divertissement et éducatif. Cette exposition présente des artefacts tels que le bronze à motif de visage de bête de la dynastie Shang, la lance en bronze à motif d'oiseau en relief de la période des royaumes combattants, et le miroir en bronze à motif de chasse de la dynastie Tang. Ces objets illustrent de manière vivante et authentique le lien étroit entre les activités sportives et les aspects de la vie quotidienne et de la production humaine dans les sociétés anciennes. Partie 2. Coexistence. Les sports traditionnels chinois, tels que le tir à l'arc, le tsu-ji, jeu de balle, les activités sur l'eau, le jeu de go, la course de bateau-dragon chinois, les arts martiaux, le qigong et d'autres, font vivre les valeurs culturelles chinoises centrées sur la vertu et la courtoisie, l'harmonie, la loi de la nature et l'unité du ciel et de l'humanité. Le tir à l'arc. En 1963, des pointes de flèches en pierre, découvertes sur le site archéologique de Zhiyu, dans la province du Shaanxi, en Chine,
ont révélé que les anciens Chinois utilisaient déjà des arcs et des flèches il y a 28 000 ans. Dès la dynastie des Zhou de l'Ouest, le tir à l'arc était déjà intégré dans les 6 arts essentiels pour les nobles, devenant ainsi une compétence indispensable non seulement pour la guerre et la chasse, mais aussi pour le développement du caractère moral. Le Shiji, ou Mémoires historiques, raconte que le général d'équitation et de tir à l'arc renommé Li Kuang, sous la dynastie Han de l'Ouest, chassait et tirait sur une pierre. Cette anecdote montre que si l'on est sincère et véritablement intentionné, même des choses aussi dures que le métal et la pierre peuvent être touchées. Voici les pointes de flèches en bronze, à 3 faces, de la période des royaumes combattants, portant l'inscription Youku. Ces pointes de flèches, de forme triangulaire avec une pointe aiguë, possèdent 3 ailes sans queue et se terminent par une partie conique à l'arrière. L'inscription Youku se réfère à un département spécifique de fabrication et de stockage d'armes pendant la période des royaumes combattants. Les pointes de flèches portant des inscriptions comme celle-ci sont extrêmement rares aujourd'hui. Cette hallebarde en bronze, percée de 4 trous, date de la période des royaumes combattants. Elle est fabriquée avec une grande précision artisanale. Elle porte sur ses 2 faces l'inscription Tsuoku, qui est également un département fabriquant et stockant les armes à la période des royaumes combattants. L'arbalète est l'une des inventions de l'ingénierie chinoise ancienne et une arme importante dans le domaine militaire. Le mécanisme de l'arbalète est composé de la mire, c'est-à-dire le viseur, de la gâchette, du déclencheur et du crochet de détente. L'exemplaire de mécanisme d'arbalète présenté ici est complet et fabriqué avec une grande précision. Voici un support pour arc de la période des royaumes combattants, décoré de motifs en or et argent incrustés, représentant des dragons et des tigres. Cet objet est remarquable par son artisanat raffiné, ses décorations complexes et ses motifs vivants. Le support pour arc était un accessoire spécifique utilisé sur des chars de guerre pour maintenir les arcs et les arbalètes en place pendant les déplacements. Fixé à l'avant du char et disposé sur les côtés, généralement à gauche, il servait de support stable pour les arcs en cours d'utilisation. Les 2 pièces de chaque support étaient conçues pour accueillir un arc, garantissant qu'il reste bien sécurisé durant les manœuvres du char. Le jeu de lancer de flèches sur un vase est une forme de rituel dérivé de la cérémonie du tir à l'arc qui s'est progressivement transformé en un jeu de compétition récréatif après les dynasties Qin et Han. Il est resté populaire parmi la classe des lettrés. Cet ensemble de vases à lancer, composé de 2 pièces, présente un corps hexagonal décoré de motifs en haut relief représentant des personnages à cheval et des scènes de bataille. Contrairement au style traditionnel de vase à lancer, cet exemplaire est relativement rare. Le tsuju. Dès le Paléolithique, les premiers humains ont commencé à utiliser des balles en pierre pour diverses activités telles que le lancement, le jet et la projection. Sur le site archéologique de Sujiayao, dans la province du Shanxi, datant de 100 000 ans, plus de 1000 sphères en pierre de tailles variées ont été découvertes. Ces sphères pouvaient être utilisées à la fois pour la chasse et pour des jeux.
Les activités traditionnelles de jeux de balle en Chine sont extrêmement diversifiées et comprennent des formes telles que le tsuju, le chueyuan, le polo et le tachio. Au fil de l'histoire, ces jeux ont joué plusieurs rôles, allant de l'entraînement militaire et de la compétition à l'amusement et à la détente. Les jeux de balle avaient une large audience, allant des aristocrates de la cour aux citoyens ordinaires, et étaient particulièrement populaires parmi les femmes et les enfants. Ils reflètent la richesse et la diversité des activités sportives de la culture chinoise, montrant leur importance à la fois comme forme de divertissement et comme élément intégral des pratiques sociales et militaires. Le tsuju, également appelé taju, est une forme ancienne de football en Chine, pratiquée par la population depuis plus de 2000 ans et remontant à la période des royaumes combattants. À partir de la dynastie Han jusqu'à la dynastie Qing, le tsuju ancien a évolué d'un entraînement militaire à une compétition, puis à une activité de divertissement. Sous la dynastie Song, il existait même des organisations professionnelles de tsuju et des artistes spécialisés dans la représentation de ce sport. Au cours de l'histoire, le tsuju s'est également propagé au Japon et dans la péninsule coréenne. En 2024, l'Inzi en Chine a été reconnu par la FIFA comme le lieu de naissance du football ancien. Ce bol à hauts pieds de la dynastie Ming représente de manière vivante une scène de tsuju. L'intérieur du bol est orné de motifs de fleurs et d'oiseaux, tandis que le fond intérieur est décoré d'un motif de dragon rouge, surgissant de la mer et s'élevant vers le ciel. L'extérieur du bol illustre une scène animée de jeux d'enfants, notamment un groupe d'enfants jouant au tsuju. Au centre, un enfant lève les bras, prêt à lever la jambe pour frapper le ballon, tandis qu'un autre se prépare à recevoir la balle. À côté, un camarade observe la scène. Un autre enfant, tout en faisant voler un cerf-volant, se retourne pour regarder ses amis jouer au tsuju. La scène, pleine de charme, capture, avec une grande finesse et réalisme, l'esprit des jeux d'enfants. Voici une peinture en couleur sur soie de la dynastie Qing. La scène dépeint des activités récréatives de dames, dont le tsuju, la danse, le jeu de go et l'équitation. Cette sculpture en jade, de texture fine, représente deux personnes jouant à la balle et datant de la dynastie Ming. Elle représente un vieil homme et un jeune garçon s'amusant avec une balle et reflète la richesse culturelle des activités sportives dans la Chine ancienne. Le chueyuan est un ancien sport chinois consistant à frapper une balle avec un bâton pour la faire entrer dans un trou. Chuei signifie frapper et wan signifie petite balle. Son ancêtre est le polo, joué à pied durant la dynastie Tang et qui a évolué au cours de la dynastie Song. Lorsque les buts ont été remplacés par des trous, son nom est devenu chueyuan. Le développement du chueyuan reflète l'évolution de la culture dominante de la société. De nombreuses activités sportives, dérivées de l'entraînement militaire, ont progressivement diminué en intensité pour devenir des activités de divertissement et de remise en forme, illustrant l'idéal confucéen de se cultiver en apprenant et en cultivant les 6 arts. Dès la dynastie Yuan, il existait des ouvrages spécialisés sur le chueyuan, comme le Wanjing ou Livre du chueyuan.
Le jeu de Go. Les premières mentions des jeux de société, de la Chine ancienne, apparaissent dans les textes des printemps et des automnes, notamment dans le Mengzi, où il est écrit que le Yi représente une habileté. Le Yi se référant au jeu de Go. Les jeux d'échiquier de la Chine ancienne étaient variés et riches en contenu, incluant le Go, les échecs chinois, le Liu Po, le backgammon entre autres. Ces jeux étaient appréciés pour leur capacité à développer l'intelligence, à cultiver la volonté et à inculquer des stratégies et des tactiques flexibles. Ils influençaient et enrichissaient les concepts moraux, les normes de comportement, les goûts esthétiques et les modes de pensée des gens. En particulier, le Go, cristallisation de la sagesse et de la volonté du peuple chinois, englobe une longue histoire et un riche héritage culturel. Il s'est progressivement développé pour devenir une activité compétitive culturelle à l'échelle internationale. Voici le Tianzi Wuku, un manuel de Go original en 4 volumes, compilé par Lu Xuanyu sous la dynastie Ming. Il s'agit de l'édition xylographiée par la maison d'édition Xilin Piyun en l'an 1629, qui est la 2e année du règne de l'empereur Chongzhen. C'est actuellement le plus ancien et le mieux préservé des manuels de Go connus. Ce manuel de Go a été conservé par le maître de Go de la République de Chine, Wu Qingyuan, et comporte une inscription de sa main. Le jeu de Go peut cultiver un esprit bien équilibré. De nombreuses pages de l'ouvrage contiennent des annotations, ce qui fait de ce livre un document historique important pour l'étude du Go dans la Chine ancienne, ainsi qu'une référence précieuse pour le développement moderne du Go. Nous avons devant nous des pièces de jeu de Go chinois en bronze, datant de la dynastie Song. Ces pièces sont gravées sur les 2 faces. L'une porte des inscriptions et l'autre les motifs correspondants. Les inscriptions sont finement gravées et les motifs sont dessinés avec vivacité. Elles sont rares de nos jours et constituent une preuve précieuse de la présence du jeu de Go dans la Chine ancienne. Le tir à l'arc à cheval. Le tir à l'arc à cheval a commencé sous la dynastie des Zhou de l'Ouest. Après la dynastie des Han, il était devenu une activité purement récréative pour l'aristocratie impériale, ne servant plus à l'entraînement militaire ni aux cérémonies rituelles. Sous la dynastie des Qing, afin de consolider et d'étendre la domination mandchoue, l'empereur décréta que le tir à l'arc était fondamental pour le peuple mandchou et que chaque automne serait organisée la chasse Mulan, une chasse impériale pour inspecter les compétences martiales et organiser des chasses en battu. La domestication du cheval par l'homme remonte à 6000 ans. Le cheval a été un pilier essentiel de la production, du transport et de l'équipement militaire dans les sociétés anciennes. L'équitation est l'un des sports pratiqués depuis longtemps dans la Chine ancienne. Voici une figure funéraire de cavalier, en terre trichrome, datant de la dynastie Tang. Cette figurine équestre est une œuvre d'art exceptionnelle. Ses couleurs sont sobres et éclatantes, la posture du cheval au galop est élégante, et le chevalier arbore une expression vivante et dynamique. Cette œuvre illustre de manière vivante les compétences exceptionnelles des cavaliers à l'époque Tang. Si vous levez les yeux, vous verrez le rouleau long intitulé « 100 chevaux », datant de la dynastie Qing.
Cette peinture se distingue par une composition ingénieuse, un trait minutieux, des couleurs élégantes et des formes vivantes. Elle représente 100 chevaux dans des postures variées, paissant et se reposant parmi les montagnes et les rivières. Qu'ils soient couchés, debout, cherchant leur nourriture, se poursuivant ou jouant, les chevaux sont dépeints de manière naturelle et détendue. C'est une œuvre exceptionnelle dans ce genre de peinture. Voici un harnachement de cheval en bronze doré, un motif de poisson et de lotus de la dynastie Yuan. Les motifs de cette pièce, utilisant principalement les techniques de la sculpture en relief et ajouré, sont typiques de cette époque. Cet objet servait de décoration pour le poitrail d'un cheval. Diverses activités. Les activités ludiques traditionnelles, telles que le jeu du volant, le jeu de toupie, la balançoire, le jeu de cerceau, la danse du dragon, la danse du lion et cache-cache, sont des exemples représentatifs des divertissements populaires. Ces activités permettent aux gens de se détendre et de s'amuser pendant leur temps libre. Lors des fêtes importantes comme la fête du printemps, la fête de Qingming et la fête des bateaux dragons, ces divertissements variés sont pratiqués dans diverses régions, ce qui contribue à leur popularisation. Ces divertissements folkloriques perdurent jusqu'à aujourd'hui, ajoutant une forte saveur nationale au sport de la Chine ancienne. Maintenant, regardez. Voici une boîte à couvercle en forme de melon nervuré, doré alors fin, de la dynastie des Qing. Le couvercle de cette boîte est gravé de motifs de 100 enfants en train de jouer sur un fond perlé, et de chaque côté des 8 nervures, il est décoré de motifs des 8 trésors. La sculpture de cette boîte est d'une finesse et d'un réalisme exceptionnels. Avec près de 100 personnages gravés sur un objet de la taille de la paume d'un bébé, illustrant des activités folkloriques telles que la pyramide humaine, la corde à sauter et les arts martiaux. Chaque figure est distincte et vivante, ce qui reflète l'esprit artisanal et la maîtrise technique de la tradition chinoise. Ceci est un vase à long col, en porcelaine, bleu et blanc, fabriqué sous le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing. La pâte est fine, la glaçure est lustrée, et la couleur bleue est éclatante. Le corps du vase est décoré de motifs représentant des dames jouant à la balançoire, un sujet particulièrement rare dans les porcelaines bleues et blancs. Ce vase est parfaitement conservé. Bateau dragon chinois. Les courses de bateaux dragons sont une tradition de la région du sud du Yangtze, dans la Chine ancienne. Le terme Jingpiao, trophée, dans la culture chinoise, trouve son origine dans ces compétitions de bateaux dragons. Diffusée depuis la Chine vers les pays voisins d'Asie, cette pratique s'est étendue au monde entier, avec plus de 90 pays qui pratiquent désormais le sport des bateaux dragons. L'esprit de solidarité et de lutte commune dans le même bateau à travers les tempêtes qu'incarne ce sport est non seulement un symbole central de la culture chinoise, mais également une valeur commune de la civilisation mondiale. Devant nous se trouve ce rouleau peint sur soie de la dynastie Qing, représentant une régate de bateaux dragons dans le palais impérial. Ce rouleau, anciennement conservé au palais impérial, illustre des scènes vivantes et grandioses avec de nombreux personnages tels que des cortèges cérémoniels et des régates de bateaux dragons. Il porte les sceaux de l'empereur Tianlong, notamment sceau de 80 ans de Tianlong, trésor de l'inspection impériale de Tianlong, sceau de l'appréciation raffinée de la salle des trois raretés et sceau d'appréciation de Tianlong,
ce qui le rend extrêmement précieux. Les activités sur l'eau. La vie de pêche et de chasse, dans les sociétés primitives, a permis à l'humanité de maîtriser progressivement la nage. Cela a conduit à l'apparition d'activités aquatiques telles que les jeux d'eau et les courses de bateaux. Au fil de leur développement, ces activités ont continuellement emprunté et intégré des éléments d'autres techniques de jeu, donnant naissance à des sports nautiques anciens, représentés par la natation, le plongeon, la plongée et les courses de bateaux-dragons. Voici un miroir en bronze de la dynastie Jin, en forme de fleurs de nénuphar et orné de motifs de personnages plongeants. Ce miroir illustre une scène de divertissement en bateau sur l'eau. En Chine, le sport de plongeon existait déjà à l'époque des Song. Dans l'ouvrage Vie à Tongding, il est fait mention de la balançoire aquatique. Une personne monte sur la balançoire. Quand il arrive au point le plus haut, il saute en faisant des galipettes et se jette à l'eau. On appelle cela la balançoire. Cette balançoire aquatique, semblable au plongeon moderne, est une activité combinant des performances acrobatiques et des activités nautiques, mêlant divertissement et compétition. Les arts martiaux de la Chine. La valeur centrale des arts martiaux chinois réside dans la valorisation de la bravoure et de la vertu, ainsi que dans la recherche de l'harmonie. Le caractère Wu, arts martiaux, dans l'inscription oraculaire sur des os d'animaux et des carapaces de tortues de la dynastie Shang, est un pictogramme représentant une personne debout, tenant une hallebarde. Selon les annales de Zuo, le caractère Wu, arts martiaux, est formé de Zhi, arrêté, et de Ke, la guerre. Cette phrase montre que le but des arts martiaux est de maintenir la paix. Le terme arts martiaux apparaît pour la première fois sous la dynastie des Song du Sud, intégrant au fil de son développement l'entraînement au combat, la performance et l'exercice physique. Aujourd'hui, les arts martiaux chinois sont très appréciés dans le monde entier et ont un impact profond sur le développement de la culture sportive mondiale. Voici un album de dessins de Patuan Jin de la cour impériale de la fin de la dynastie Qing. Cet album porte le sceau « Trésor de la lecture impériale de Xuantong », dont il ne reste que la moitié. Il comprend 8 pages décrivant les mouvements et les formules rimées des 8 exercices du Patuan Jin. Les représentations des personnages sont vivantes, avec des traits finement détaillés. Cet album possède une grande valeur artistique et académique et constitue un important témoignage des activités sportives traditionnelles chinoises de Patuan Jin. Les 8 mouvements du Patuan Jin sont lever les mains vers le ciel pour réguler le triple réchauffeur, tendre les 2 jambes vers la gauche et vers la droite, comme pour tirer sur un aigle, lever un bras puis l'autre pour réguler la rate et l'estomac, regarder en arrière pour tonifier les 5 organes et les 7 émotions, secouer le corps pour calmer le feu du cœur, saisir les pieds avec les mains pour renforcer les reins et la taille, serrer les poings et écarquiller les yeux pour augmenter la force, et enfin, se dresser 7 fois sur la pointe des pieds pour faire disparaître toutes les maladies. Partie 3. Fusion. Depuis la fin du XIXe siècle, les échanges et interactions à l'échelle internationale dans le domaine du sport sont devenus de plus en plus dynamiques. Le sport chinois, en s'intégrant progressivement au mouvement olympique,
s'est ouvert sur le monde. Les athlètes chinois, aux côtés des sportifs du monde entier, ont contribué à dessiner le paysage olympique avec la devise « Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ». Ils ont ainsi apporté une sagesse et une force unique de la Chine au développement du sport mondial. Cette section présente les étapes historiques importantes de l'intégration du sport chinois au sport mondial de 1917 à 2023. En 1917, les premiers dirigeants de la Nouvelle Chine ont montré un profond attachement au sport. Le président Mao Tse-tung, dans un article intitulé « Recherche sur le sport », publié dans le magazine Nouvelle Jeunesse, a exprimé cette idée en déclarant « Pour civiliser l'esprit, il faut d'abord renforcer le corps ». Cette citation illustre l'importance accordée au développement physique comme base de la civilisation et du progrès intellectuel. En 1932, aux Jeux olympiques de Los Angeles, les athlètes chinois ont fait leur première apparition sur la grande scène olympique. Liu Changchun, seul athlète chinois représentant la Chine, a participé aux séries du 200 mètres masculin en athlétisme, deuxième à droite sur la photo. En raison du long voyage et de l'adaptation difficile aux nouvelles conditions, Liu Changchun n'a pas remporté de médaille. Cependant, sa participation a marqué la première étape de la Chine vers les Jeux olympiques. En 1936, lors des Jeux olympiques de Berlin, le sauteur en hauteur, Fu Paolu, fut le seul sportif chinois à se qualifier pour les épreuves finales. En 1952, lors des Jeux olympiques d'Helsinki, la République populaire de Chine a fait sa première apparition au sein du village olympique, où le drapeau à 5 étoiles de la Chine a flotté pour la première fois. L'athlète chinois Wu Chuanyu a participé aux compétitions de natation lors de ces Jeux. En 1959, le pongiste chinois Zhong Ketuan a remporté la médaille d'or en simple messieurs lors des championnats du monde. Après sa victoire, Zhong Ketuan a lancé le cri de ralliement « Combien de fois dans une vie peut-on lutter avec acharnement ?» inspirant toute une génération de jeunes Chinois à se battre pour leurs rêves. Cet artiste est devenu un symbole éminent de l'esprit sportif chinois, incarnant la détermination et la persévérance dans la quête de l'excellence. De 1981 à 1986, l'équipe féminine de volley-ball de Chine a remporté 5 fois de suite la Coupe du monde de volley-ball, établissant un record mondial. L'esprit de l'équipe féminine de volley-ball est devenu une mémoire collective pour plusieurs générations de Chinois. Voici le trophée commémoratif de la victoire de l'équipe féminine de volley-ball lors de la Coupe du monde de 1981. 1984, lors des Jeux olympiques de Los Angeles, Xu Haifeng a remporté le championnat dans la compétition de tir au pistolet lent masculin à 60 balles. C'était la première médaille d'or gagnée par la Chine dans l'histoire des Jeux olympiques. En 1990, du 22 septembre au 7 octobre, la 11e édition des Jeux asiatiques a eu lieu à Beijing, en Chine. C'était la première fois que la Chine accueillait les Jeux asiatiques, et c'était aussi la première compétition sportive internationale organisée par la Chine. En 1992, aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, le patineur de vitesse chinois, Ye Xiaopo, a remporté une médaille d'argent. C'était la première fois qu'un athlète chinois remportait une médaille aux Jeux olympiques d'hiver. En 2002, aux Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City, la patiseuse chinoise de vitesse sur piste courte, Yang Yang, a remporté 2 médailles d'or
dans les épreuves de 500 mètres et de 1000 mètres féminins. C'est la première fois que la Chine obtenait une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver. En 2008, le 8 août, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des 29e Jeux olympiques d'été à Beijing, en Chine. C'était la première fois que la culture traditionnelle chinoise s'associait à l'esprit olympique, créant ainsi une toile de fond harmonieuse pour le développement de la civilisation humaine. Lors de ces Jeux, l'athlète chinoise Jin Zhewei et ses coéquipières ont remporté la médaille d'or en aviron dans l'épreuve de 4 de couple féminin, offrant à la Chine sa première victoire en aviron aux Jeux olympiques. En 2012, lors des Jeux olympiques de Londres, l'athlète chinoise Zhao Yunlei a remporté les médailles d'or en double dames et en double mixte de badminton, devenant ainsi la seule athlète à obtenir 2 médailles d'or en badminton lors de la même édition des Jeux olympiques. En 2016, lors des Jeux olympiques de Rio, l'équipe féminine de volley-ball de Chine a remporté à nouveau le titre olympique après une pause de 12 ans, faisant de l'esprit de l'équipe féminine de volley-ball un symbole de l'esprit sportif chinois. 2016. Yao Ming, athlète chinois, a été intronisé au temple de la renommée de basket-ball mondial, devenant ainsi le premier Chinois à être honoré par cette prestigieuse institution du basket-ball. Le 4 février 2022, les 24e Jeux olympiques d'hiver se sont ouverts à Beijing, en Chine. Beijing est devenue la première et unique ville au monde à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver, se voyant ainsi attribuer le titre de ville double olympique. L'intégration continue du mouvement olympique avec la culture traditionnelle chinoise a mis en lumière l'esprit et la sagesse unique de la Chine. 2023, la 31e Universiade s'est tenue à Chengdu, en Chine. 2023, les 19e Jeux asiatiques se sont tenus à Hangzhou, en Chine. Partie 4. Apprentissage mutuel. La Chine et la France, situées aux deux extrémités du continent eurasiatique, sont d'importantes représentantes des civilisations orientales et occidentales. Les cultures sportives chinoises et françaises se reflètent et s'enrichissent mutuellement à travers leurs échanges, illustrant de manière éclatante la quête partagée de la santé, de l'harmonie, de la solidarité et de la paix par l'Orient et l'Occident. Cette section illustre les échanges et les interactions entre la Chine et la France dans divers sports au fil de l'histoire, notamment la course automobile, le cyclisme, le tennis, le football et les courses de bateaux-dragons. Cette section met en lumière la manière dont les idées sportives chinoises et françaises transcendent le temps et se reflètent mutuellement, montrant comment la sagesse des ancêtres, tels que Lao Tzu, Confucius, Rousseau et Coubertin, continue d'influencer la pensée sportive contemporaine. Ces philosophies anciennes illustrent les valeurs universelles que le sport incarne. Épilogue. Hugo a dit « Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. » Les peuples chinois et français partagent les mêmes aspirations, apprennent mutuellement des civilisations, montrant un esprit plus grand que le ciel. En présentant les reliques culturelles du Musée des sports de Chine, cette exposition construit un pont pour les échanges sportifs et culturels entre la Chine et la France et ouvre une fenêtre pour la diffusion de la culture chinoise. En même temps, en combinant les activités sportives et les arts, l'exposition donne un sens culturel plus riche aux compétitions olympiques modernes, incarnant le respect mutuel, l'harmonie et la complémentarité entre les civilisations sportives de l'Orient et de l'Occident. En éclairant la voie à suivre
par la lumière des civilisations, nous espérons pouvoir contribuer à la construction d'un monde plus pacifique et heureux à travers la puissance du sport.